En matière de santé, on entend souvent dire que la recherche avance. Mais parfois, le progrès vient surtout d'un changement de direction, d'une manière différente d'aborder le problème. Aujourd'hui, de nouvelles façons de combattre les maladies apparaissent et elles font naître de grands espoirs. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Réinventer la santé, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, vers une psychiatrie de précision. Nous sommes le 1er octobre 2024. Michel Barnier a été nommé Premier ministre il y a quelques semaines à peine. À l'occasion de sa déclaration de politique générale, il s'approche du pupitre de l'Assemblée nationale pour exposer les grandes orientations de son programme de gouvernement. Et parmi elles... Les crises successives, notamment celle du Covid, pas si lointaines, ont eu un effet important et aggravant sur la santé mentale de beaucoup de Français et de Françaises. Les problèmes de santé mentale touchent un Français sur 5. Un Français sur 5. Et particulièrement des jeunes. L'impact sur les familles et sur les proches est immense. La santé mentale apparaît en effet comme un enjeu grandissant. Chez les 18-24 ans, par exemple, près de 21% étaient touchés par la dépression en 2021 contre 12% en 2017. Alors l'ancien Premier ministre était bien décidé à mettre ce combat en avant. Nous ferons, si vous le voulez bien, de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. La santé mentale comme grande cause nationale, ce sont d'abord des mots, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement et comment peut-on s'attaquer à ces maladies ? Peut-être en changeant d'approche, en menant différemment le combat, la discipline semble aujourd'hui à un tournant pour se diriger vers une psychiatrie de précision. Et pour décrypter ces progrès autour de la psychiatrie, je reçois aujourd'hui Victor Garcia, journaliste au service Sciences et Santé de l'Express. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte. Victor, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé un épisode de La Loupe sur la psychanalyse où tu nous expliquais la différence entre les disciplines psy. Je te propose qu'on réécoute ces définitions qui vont nous être bien utiles pour ce podcast. Il y a d'abord le psychiatre. Alors lui, c'est un médecin, il a fait une dizaine d'années d'études, il est allé à la faculté de médecine, il a été interne, etc. Lui, c'est le seul psy, en fait, qui peut diagnostiquer une maladie. C'est le seul aussi qui a le droit de prescrire des médicaments. Et ces séances, elles sont d'ailleurs prises en charge par la sécurité sociale. Et quand on souffre en fait d'un trouble psychique, comme une dépression sévère, la bipolarité ou la schizophrénie, donc les patients, ils doivent être pris en charge par un psychiatre. Il y a aussi les psychologues. Alors eux, ils sont passés par la faculté de psychologie, ils détiennent un master universitaire, mais ce ne sont pas des médecins. Donc eux, ils n'ont pas le droit en fait de poser un diagnostic, ils n'ont pas le droit non plus de prescrire des médicaments. En revanche, ils sont formés quand même pour accompagner les troubles légers, comme les troubles de l'humeur, des dépressions légères ou passagères. Et si leurs patients ils souffrent d'une maladie plus grave, là, ils sont censés les orienter vers des psychiatres. Et enfin, il y a la psychanalyse. En fait, ça, il faut la voir en fait comme une espèce de courant de pensée, presque une sorte de philosophie que certains psychiatres ou psychologues peuvent adopter et qui vont être formés en fait avec cette approche. Pour ce podcast, c'est donc sur la psychiatrie qu'on va se pencher. Et Victor, dans chacun des épisodes cette semaine, on suit 2 patients fictifs. Aujourd'hui, je te propose de prendre 2 personnes schizophrènes. L'une a été diagnostiquée en 1975 et l'autre le sera dans le futur, en 2050. Tu nous avais expliqué que seuls les psychiatres peuvent poser un diagnostic. Alors, comment ça se passe pour chacun de nos 2 patients ? Alors que ce soit en 1975 ou aujourd'hui, en fait, le diagnostic il va reposer entièrement sur un examen clinique. C'est-à-dire que le psychiatre, il va observer le comportement du patient, il va lui poser des questions et en fonction des réponses, il va avoir un aperçu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur biologique. Par exemple, il n'y a pas de biomarqueur dans la psychiatrie. Par exemple, si tu te casses une jambe, ça va se voir avec une radio. Pour savoir si quelqu'un est diabétique, on lui fait une prise de sang. Mais pour les maladies psychiatriques, il n'y a rien de tout cela. En fait, il faut un examen clinique pour détecter qu'une personne souffre de telle ou telle maladie. Et en plus de ça, il y a des nuances en fonction de chaque personne. Donc certaines maladies sont plus marquées que d'autres. Et les psychiatres, ils parlent souvent de spectre d'une certaine maladie. En fait, ça va être seulement le psychiatre qui va pouvoir étudier le patient et poser lui-même le diagnostic. Et est-ce que ce sera la même chose pour notre patient du futur en 2050 ?
Alors peut-être pas, parce qu'il y a une nouvelle approche qui est en train d'émerger. En fait, il y a des chercheurs qui ont l'espoir de trouver justement des biomarqueurs pour certaines maladies psychiatriques et donc de trouver des médicaments qui pourraient être encore plus ciblés, encore plus adaptés. L'idée, en fait, c'est de pouvoir soigner ces troubles et non plus seulement réduire leurs symptômes. Et c'est donc ça qu'on appelle la psychiatrie de précision. Voilà, alors la psychiatrie de précision, elle n'a pas la prétention de pouvoir soigner tout le monde, mais en fait, elle a pour objectif d'au moins identifier plus précisément certains patients et de leur apporter donc de nouvelles solutions. L'idée de la psychiatrie de précision, c'est en quelque sorte d'aborder la santé mentale en faisant plus le lien entre le corps et la tête. Je dis ça un peu schématiquement, mais c'est un peu l'idée globale. C'est vraiment de pouvoir identifier par exemple les facteurs génétiques ou les facteurs biologiques qui sont en lien avec des troubles mentaux. En gros, de trouver les fameux biomarqueurs qui pourraient expliquer certaines maladies. C'est un petit peu l'équivalent de développer une radio pour quand on a une jambe cassée, mais pour le cerveau. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les médecins ils vont plus prendre en compte les événements traumatiques vécus par les patients, qu'ils vont plus faire d'examens cliniques, qu'ils vont plus leur poser des questions, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait les aider. Alors comment concrètement pourrait-on identifier la maladie de notre patient du futur et comment sera-t-il soigné? C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce podcast. Sa descente aux enfers a duré plus de 3 ans. 3 années pendant lesquelles Clotilde, 43 ans aujourd'hui, a souffert d'une maladie étrange et incompréhensible. Ces mots, Victor, je les ai trouvés dans un de tes articles. Cette patiente que tu as interrogée, elle a fini par être soignée? Oui, exactement. En fait, il lui arrivait vraiment une histoire très surprenante, un petit peu du jour au lendemain. Elle s'est mise à souffrir d'hallucinations, d'insomnie, de vertiges. Elle avait des idées très noires. Et c'était vraiment très, très impressionnant ce qu'elle décrivait. Et les traitements traditionnels n'avaient aucun effet. Donc les médecins se sont dit, elle est peut-être dépressive, elle est peut-être schizophrène, etc. Mais ça ne marchait absolument pas. Et en fait, les chercheurs, les médecins, ils ont fini par découvrir qu'elle avait ce qu'on appelle une psychose auto-immune. Et en fait, les recherches autour de ce type de psychose, c'est l'illustration parfaite pour comprendre le virage de la psychiatrie de précision. Et pour bien comprendre cet exemple, tu m'avais conseillé, Victor, d'appeler Laurent Groc, neurobiologiste et directeur au CNRS. Les psychoses auto-immunes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un trouble neuropsychiatrique qui a été décrit il y a maintenant presque plus d'une dizaine d'années par des laboratoires français, mais aussi au cœur d'une recherche internationale très active, qui a montré que des auto-anticorps, qui sont donc des molécules du système immunitaire qui se retournent contre vous-même. C'est quand le système immunitaire qui normalement vous protège contre les virus et bactéries, ce système immunitaire, malheureusement, il détecte le soi, c'est-à-dire qu'il détecte des composantes de votre corps. Et ce qui a été décrit, c'est que dans ces pathologies-là, le système immunitaire et ses auto-anticorps se retournent contre des acteurs de la transmission synaptique, c'est-à-dire c'est la communication entre les neurones dans le cerveau. Et lorsque ces auto-anticorps sont présents, ça amène à des troubles psychiatriques, par exemple des hallucinations, des délires, des altérations de la cognition. Ce type de psychose pourrait représenter entre 15 et 20% des schizophrénies. C'est donc une minorité de patients, mais la compréhension du phénomène est déjà une petite révolution. Tous les experts dans le monde, et notamment les grands journaux de la recherche médicale qui parlent de game change en anglais, un changement de paradigme, à la fois parce qu'on comprend dans ces pathologies-là le mécanisme d'action. On sait que c'est ces auto-anticorps. Si on enlève les auto-anticorps, on enlève les troubles psychiatriques et voire neurologiques. Et aussi et surtout, pour les patients, aujourd'hui, on est capable de traiter ces pathologies-là avec des immunothérapies. Vous pouvez réduire très fortement, voire annihiler la production de ces auto-anticorps et donc enlever toutes les altérations pathogéniques liées à ces auto-anticorps et donc avoir un traitement extrêmement efficace. Si on suppose que notre patient du futur est atteint par une schizophrénie auto-immune, il existe déjà des traitements pour lui, puisque bien d'autres maladies auto-immunes sont aujourd'hui soignées. Mais le défi actuel est ailleurs, comme nous l'a expliqué Laurent Groc. Le vrai grand challenge que l'on a aujourd'hui avec ces pathologies, c'est comment identifier ces patients qui sont positifs pour ces auto-anticorps. Et donc, il y a
Là encore, un challenge technique, avoir de meilleures méthodes de détection, de plus en plus sensibles. Et 2, être capable de définir dans un cadre très bien défini, avec un essai clinique extrêmement cadré, l'intérêt thérapeutique et l'amélioration thérapeutique chez ces patients à qui on offre une immunothérapie. Pour comprendre ce challenge, Laurent Groc mène depuis 5 mois un programme de recherche avec 2 autres praticiens français. Cet essai clinique, c'est une pièce vraiment importante de cette stratégie de psychiatrie de précision. L'idée va être de recruter à peu près 1000 patients sur le territoire national, avec plusieurs centres donc répartis en France, sur une durée de 3 à 4 ans, vraisemblablement, et qui va nous permettre, d'ici 3 à 4 ans, d'avoir une réponse claire sur combien de patients aujourd'hui vus dans des services psychiatrie avec des troubles psychotiques sont positifs pour ces auto-anticorps. Et parmi ces patients-là, ceux à qui on a offert une immunothérapie ont-ils une évolution positive de leurs troubles? Le cas de l'immunothérapie est typique de la psychiatrie de précision parce qu'on cherche les causes biologiques responsables des symptômes, mais ce n'est pas le seul axe de recherche. La recherche dans le domaine de la psychiatrie continue à avancer, bien sûr, et le rôle de l'inflammation dans le cerveau. On sait que une inflammation importante, alors ça peut être à différents moments de la vie, est vraiment un facteur absolument important dans le déclenchement de troubles neuropsychiatriques. La génétique, bien sûr, mais quelque part, je vous dirais, c'est le plus connu. On sait depuis très longtemps que les facteurs génétiques sont importants dans l'émergence de troubles neuropsychiatriques, mais de façon générale, je pense qu'on a tous conscience qu'on est vraiment au début d'un changement profond de ce que va être la psychiatrie. Et la France est aux avant-postes de cette nouvelle approche à l'échelle mondiale, mais certaines questions restent en suspens. La situation est critique dans la santé, c'est encore pire en psychiatrie. Moi, j'ai un diplôme d'infirmier en psychiatrie. Je ne fais rien de plus que de fermer et ouvrir des portes. On ne peut pas continuer comme ça, je veux dire. Manque de personnel, locaux surchargés pour un public sensible. On a honte quand on accueille quelqu'un de 80 ans sur un lit de camp dans une chambre triple et que des fois c'est les familles qui nous disent « je me suis permis d'amener un oreiller parce que mon mari n'a pas d'oreiller ». C'est la honte. Régulièrement, les soignants se mobilisent pour protester contre le manque de moyens et de personnel en psychiatrie. Victor, je me tourne à nouveau vers toi. Quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as suggéré de trouver ces quelques extraits. Pourquoi tu voulais qu'on évoque ces protestations ? Parce que toutes les difficultés traversées par la psychiatrie, ce sont des freins pour adopter une nouvelle approche. En fait, pour donner un petit peu de contexte, la psychiatrie, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Les maladies psychiatriques, elles touchent en fait 1 Français sur 5. C'est le premier poste de dépenses de l'assurance maladie devant la prise en charge des cancers. Et c'est la première cause des dépenses en santé plus généralement. C'est à peu près 160 milliards en coûts directs et indirects. Et pourtant, il y a vraiment des gros manques de moyens, des suppressions de lits par exemple, et que ça continue depuis des années et des années. C'est vraiment, le secteur est très touché. Et ça s'accompagnait aussi un peu d'une crise de vocation. La psychiatrie, ça a été un petit peu le domaine où traditionnellement on disait c'est un peu les mauvais médecins qui vont aller là, quoi. Aujourd'hui, ça change un petit peu, mais ça explique quand même une problématique qui touche tout le secteur. Tout ça, ça fait que pour certains soignants, en fait, quand on leur parle de psychiatrie future, psychiatrie de précision, ils vous disent ok, c'est très bien, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà qu'on ait les moyens pour faire une psychiatrie entre guillemets normale avant de mettre de l'argent dans l'innovation, la recherche, etc. Tu dis mettre de l'argent, cette psychiatrie de précision dont on a parlé, est-ce qu'elle coûte cher ? Alors, pas nécessairement à long terme. Elle pourrait même permettre de faire des économies. Il y a par exemple les centres experts, qui sont des plateformes de soins spécialisés qui se développent, qui visent à mieux prendre en charge les patients. Et si le diagnostic en fait est plus précis, les personnes elles reviennent moins à l'hôpital. Et c'est ça qui coûte vraiment très cher. Mais par contre, il faut effectivement des moyens pour développer la recherche, pour développer l'innovation. Alors par contre, ça coûte effectivement de l'argent. Il faut des moyens pour faire fonctionner ces centres, mais aussi pour l'innovation, pour la recherche. Et donc, il y a quand même pas mal de psychiatres, ou en tout cas de personnel soignant, qui se disent « Ok, c'est bien l'innovation, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la psychiatrie, entre guillemets, classique, qui manque déjà de moyens. » Donc, l'une des solutions pour que les deux ne se marchent pas dessus serait de commencer, en fait, par changer l'image de la santé mentale pour qu'elle soit un petit peu, qu'elle souffre moins de cette mauvaise vision, de cette mauvaise image. Tu as des exemples de cette mauvaise image de la psychiatrie ? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent
comprennent pas ce que sont les maladies mentales, qui comprennent pas non plus ce qu'est la psychiatrie. C'est vraiment entouré d'une espèce d'aura qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est très tabou. Alors justement, ces tabous sont un petit peu en train de se lever. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, par exemple, avec plusieurs sportifs qui en ont parlé, comme Roman Dico, la championne de judo. Il y a aussi des acteurs, des chanteurs qui commencent à un peu parler un peu plus de leurs troubles mentaux. Et ça, c'est vraiment un premier pas à faire, c'est arrêter de fermer les yeux sur les maladies psychiatriques et puis vraiment mieux les prendre en charge. Mieux comprendre les maladies psychiatriques pour mieux les soigner. On continuera à suivre ce tournant vers une psychiatrie de précision avec toi. Merci beaucoup Victor d'être venu nous en parler en studio. À bientôt. Et pour retrouver tous les articles de Victor Garcia et du service Sciences et Santé, rendez-vous sur le site l'express.fr. Vous pouvez aussi, chers auditeurs, vous abonner. En ce moment, le premier mois est à 1 €. C'est la fin de cette série sur les nouvelles approches en matière de santé. Pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Je vous retrouve dès demain pour décrypter une actualité de la semaine. Réinventer la santé est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.